Je m'appelle Karel Frakapan et je dirige les programmes de l'UNESCO sur l'enseignement de l'Holocauste et du génocide et sur la lutte contre les discours de haine et l'antisémitisme par l'éducation. J'ai le plaisir de vous accueillir à cet événement organisé par l'UNESCO et la USC Shoah Foundation pour lancer notre page web réalisée pour les enseignants sur la lutte contre l'antisémitisme par l'éducation. Mesdames et messieurs, l'antisémitisme est en hausse dans le monde entier et représente une menace croissante pour les communautés juives et pour nos sociétés dans leur ensemble. La popularité des réseaux sociaux a multiplié les rencontres des jeunes avec l'antisémitisme, les théories du complot, notamment lors de la pandémie du Covid-19, et d'autres formes de discours de haine dans toutes les régions du monde, nécessitant de nouvelles formes de citoyenneté numérique pour l'ère de l'Internet. Les jeunes doivent apprendre à reconnaître les manifestations d'antisémitisme et à y résister, qu'elles se produisent dans le monde en ligne ou hors ligne. Leur éducation doit être imprégnée des valeurs de l'éducation à la citoyenneté mondiale afin qu'ils puissent contrer les discours de haine, les stéréotypes et les préjugés. Les enseignants et les éducateurs doivent eux aussi bénéficier de la formation, du soutien et des ressources nécessaires pour relever ce défi dans leur classe. Tel est l'objectif de la nouvelle page web que nous lançons aujourd'hui sur la plateforme web Eyewitness de la USC Shoah Foundation. Elle fournit aux enseignants des conseils utiles et des ressources numériques basées sur des témoignages vidéo en s'appuyant sur des supports de formation développés par l'UNESCO et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE en partenariat avec le Centre pour l'enseignement de l'Holocauste de University College London. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour réfléchir au pouvoir de l'éducation, son pouvoir de rassembler et de favoriser la compréhension mutuelle, son pouvoir de faire émerger des citoyens du monde mieux outillés contre les discours qui veulent diviser, exclure, détruire, son pouvoir de soutenir les principes universels des droits de l'homme et le respect des libertés fondamentales. Ce sont les valeurs qui fondent la mission de l'UNESCO. Sans plus attendre, j'ai l'honneur de donner la parole à Madame Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation. Son discours de bienvenue sera suivi d'une intervention de Katerina Ryabiko, première directrice adjointe du Bureau international pour la démocratie et les droits de l'homme de l'OSCE. Je suis très honoré de lancer notre nouveau site web Eyewitness pour les enseignants sur la prévention de l'antisémitisme par l'éducation. D'emblée, je tiens à remercier chaleureusement nos nouveaux partenaires, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE, University College London, la USC Shoah Foundation, chaire de l'UNESCO pour l'éducation sur les génocides, qui héberge le site web. L'antisémitisme progresse dans le monde entier. Il est cultivé dans des idéologies qui sont ancrées dans la haine. Il s'infiltre dans les sociétés, confrontant les communautés juives à l'hostilité et à la violence, alimentant les théories du complot et les messages extrémistes violents de tous les côtés de l'échiquier politique. C'est une haine qui se développe dans le monde numérique, souvent derrière des pseudonymes et des comptes anonymes causant des dommages et de la violence dans le monde physique. Tendance qui n'a fait que s'amplifier pendant la pandémie du Covid-19. Alors que les communautés juives sont confrontées à la haine, il est de la responsabilité de notre communauté mondiale de réagir et de répondre pour construire des défenses plus fortes qui sauvegardent les droits de l'homme et la dignité de tous. L'UNESCO est profondément engagée dans cette tâche. Nous soutenons les États membres du monde entier dans leur lutte contre l'antisémitisme, l'intolérance et la discrimination en tant qu'élément central du programme phare de l'UNESCO sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et en tant que contribution à la stratégie et au plan d'action de l'ONU sur le discours de haine. Avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE, l'UNESCO a publié le tout premier guide destiné aux décideurs en matière d'éducation et aux programmes de formation sur la lutte contre l'antisémitisme. Il incombe également aux éducateurs, aux auteurs de manuels scolaires et aux concepteurs de programmes d'enseignement de sensibiliser avec précision et empathie à l'histoire et à la culture des autres. Il incombe aux enseignants, aux directeurs d'école et à l'ensemble de la communauté scolaire
non seulement de traiter les incidents antisémites s'ils se produisent, mais aussi de créer des environnements d'apprentissage sûrs qui défendent les droits de l'homme, encouragent la pensée critique et garantissent le respect des autres dans toute leur diversité. Il va de soi que nous devons donc soutenir les éducateurs dans cette tâche critique et essentielle. C'est pourquoi l'UNESCO, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE et la USC Shoah Foundation sont fiers de lancer aujourd'hui ce site web qui fournit aux enseignants des conseils utiles et des ressources numériques basées sur des vidéos pour enseigner l'antisémitisme dans les écoles. Basé sur les atouts de l'UNESCO et de l'ODI en matière de programmes de formation sur l'antisémitisme dans les écoles, le site web témoigne du pouvoir de la collaboration et de la coopération internationale. Il promeut du matériel pédagogique en plusieurs langues provenant d'écoles, de musées et d'organisations du monde entier. Il amplifie également les voix des personnes qui ont été victimes d'antisémitisme pendant et après l'Holocauste, ainsi qu'à l'époque contemporaine. Grâce à l'éducation, nous pouvons inviter les apprenants à reconnaître réellement notre humanité commune. Elle peut les inciter à s'opposer à l'antisémitisme, à la discrimination et aux autres formes d'intolérance. Elle peut également les doter des compétences nécessaires pour résister aux théories du complot et aux idéologies violentes. Elle peut donner aux jeunes les moyens de penser et d'être le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Je remercie la USC Shoah Foundation pour son engagement continu dans une tâche aussi immense et gigantesque. Je souhaite également exprimer ma gratitude à Erin Kotler, envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, ainsi qu'au gouvernement du Canada qui soutient l'UNESCO dans ses efforts pour promouvoir l'enseignement de l'Holocauste dans le monde, en partenariat avec le Musée des États-Unis du Mémorial de l'Holocauste. Je joins à mes remerciements le rabbin Baker, représentant personnel du président en exercice de l'OSCE pour la lutte contre l'antisémitisme, l'American Jewish Congress et l'Anti-Defamation League pour leur engagement et leur détermination à lutter contre l'antisémitisme en Amérique du Nord et dans le monde. Enfin, je souhaite inviter les enseignants et les éducateurs à utiliser ces riches ressources, ces outils, pour soutenir leurs efforts soutenus visant à débarrasser le monde de l'antisémitisme, de l'intolérance et de la haine. L'UNESCO est vraiment à vos côtés dans cette mission importante, essentielle. Je vous remercie beaucoup. Excellence, professeur Giannini, professeur Kotler, rabbin Baker, distingués orateurs, chers participants, c'est un véritable honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de ce très important webinaire consacré à la lutte contre l'antisémitisme par l'éducation. Comme nous l'avons récemment appris en recueillant des données auprès de nos 57 États participants pour notre publication semestrielle Holocaust Memorial Days, vue d'ensemble de la commémoration et de l'éducation de la région de l'OSCE, la technologie joue un rôle de plus en plus important dans l'éducation et tous ces États l'ont reconnu et ont commencé à exploiter la puissance du programme Eyewitness afin de faire participer les élèves à des récits à la première personne de survivants et de témoins. Nous sommes donc d'autant plus ravis que les matériels conjoints de l'OSCE, ODI et de l'UNESCO, destinés aux décideurs politiques et aux formateurs d'enseignants et de directeurs d'école, figurent désormais sur la plateforme Eyewitness de l'USC Shoah Foundation, qui est un remarquable point de ressources et de connaissances précieuses permettant de guider les élèves vers l'empathie et de renforcer leur résistance à l'antisémitisme et à toutes les formes de haine. Pourtant, l'antisémitisme continue de proliférer sous diverses formes et dans divers espaces, notamment en ligne. Les Juifs sont à nouveau la cible de théories du complot et de discrimination, et les récits antisémites et autres récits de haine continuent de se propager avec une vélocité accrue sur les plateformes de réseaux sociaux, atteignant et affectant en particulier tant de jeunes.
Comme toutes les formes d'intolérance et de discrimination, l'antisémitisme a des effets concrets sur les sociétés dans leur ensemble, en envoyant un message d'exclusion et en instillant la peur chez ceux qui en sont la cible. Nous savons que l'antisémitisme constitue une menace non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour toutes les communautés minoritaires et vulnérables. S'il n'est pas combattu, il finit par saper les droits humains de tous, ainsi que les valeurs démocratiques et la cohésion sociale. Les 57 États participants de l'OSCE ont collaboré à de nombreuses reprises pour combattre l'antisémitisme et d'autres formes d'intolérance et de discrimination, tout en comprenant que pour s'attaquer aux causes profondes de ces phénomènes, l'éducation et la sensibilisation sont essentielles. L'éducation et les éducateurs sont particulièrement bien placés pour faire face à l'antisémitisme et à la haine. Ils sont en mesure de façonner, mais aussi de changer les attitudes, afin d'inculquer les valeurs des droits de l'homme et du respect de la dignité humaine, de responsabiliser et d'inspirer, de développer l'esprit critique et la résistance aux préjugés, aux récits extrémistes, à la pensée complotiste ou aux idéologies toxiques qui alimentent la discrimination et la haine. Les éducateurs ont également le devoir de créer des environnements scolaires sûrs et inclusifs pour les élèves juifs et tous les autres élèves. Ce travail important pour nos sociétés dépend de l'engagement des éducateurs dans cette voie critique, mais également des cadres éducatifs existants qui favorisent un tel engagement et des possibilités qu'ont les éducateurs d'utiliser leurs connaissances et leurs compétences dans ce domaine. C'est exactement la raison pour laquelle il est si important d'utiliser les ressources présentées aujourd'hui afin de soutenir les éducateurs et les décideurs politiques dans cet effort critique et d'obtenir des informations supplémentaires de la part des intervenants d'aujourd'hui sur le rôle de l'éducation et des éducateurs dans la lutte contre l'antisémitisme. Je voudrais souhaiter à tous ceux qui sont présents aujourd'hui des échanges fructueux et productifs pour apprendre les uns des autres, et je vous remercie de votre attention. Nous sommes très honorés d'accueillir le rabbin Andrew Baker, représentant personnel du président en exercice de l'OSCE pour la lutte contre l'antisémitisme et directeur des affaires juives internationales à l'American Jewish Committee, pour prononcer un discours d'ouverture. Le rabbin Baker est une figure de proue dans la lutte contre la discrimination et en particulier l'antisémitisme. Je tiens à le remercier, ainsi que l'American Jewish Committee pour leurs efforts à cet égard. Près de 20 ans se sont écoulés depuis qu'une résurgence de l'antisémitisme en Europe a déclenché des efforts régionaux et internationaux pour le comprendre et le combattre. Les gouvernements ont été d'abord lents, puis réticents à le reconnaître. Mais avec le temps, grâce aux efforts énergiques des communautés juives et des organisations de la société civile, ainsi qu'au nombre très réel et croissant d'attaques antisémites, le problème ne pouvait plus être ignoré. L'OSCE a organisé la première conférence organisée par une organisation intergouvernementale pour aborder le problème. L'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes a réalisé sa première étude sur l'antisémitisme dans l'Union européenne. Ces efforts de l'OSCE ont abouti à la déclaration de Berlin de 2004, qui a alerté les États participants sur les dangers des formes anciennes et nouvelles d'antisémitisme et a énuméré les mesures à prendre pour y remédier. Plus tard la même année, le UMC a rédigé une définition de travail de l'antisémitisme assortie d'exemples clairs qui permettront aux responsables gouvernementaux et à la société civile de mieux identifier le problème et donc de le traiter. Le problème immédiat était, et malheureusement dans de nombreux endroits il demeure, d'assurer la sécurité des communautés juives. Cela s'est traduit par le renforcement de la protection physique des synagogues, des écoles et d'autres bâtiments communautaires, par une surveillance accrue de la police et de la protection policière,
et par une plus grande coordination entre les professionnels de la communauté juive et les autorités gouvernementales. Les menaces comprennent aussi bien les attaques terroristes meurtrières que le harcèlement verbal et physique beaucoup plus courant. Les enquêtes d'hier et d'aujourd'hui révèlent que des pourcentages significatifs de juifs en Europe et en Amérique évitent de porter en public tout ce qui les identifie comme juifs. Et certains évitent même d'assister à des événements juifs par crainte de rencontrer l'antisémitisme. Il était donc approprié que le projet Words into Action de l'UNDRR s'attaque d'abord au défi de la sécurité des communautés juives. Mais, comme nous le savons tous, la sécurité n'est pas une solution à long terme. C'est l'éducation qui a toujours été un véritable espoir pour combattre et faire reculer l'antisémitisme. Pratiquement toutes les déclarations, résolutions ou conférences d'experts ont souligné l'importance de l'éducation. Et pourtant, si nous parlons franchement, notre idée de ce que devrait être cette éducation et de la manière dont elle fonctionnerait a été très limitée. Ces premières déclarations qui soulignent l'importance de l'enseignement de l'Holocauste. Personne ne conteste ce point. Il est important en soi. Il s'agit de l'événement fondateur de l'histoire du XXe siècle dans de nombreux pays où l'antisémitisme persiste. C'est un avertissement clair que l'antisémitisme non maîtrisé peut conduire à la violence, au meurtre et même au génocide. Mais en soi, est-ce efficace pour réduire les préjugés anti-juifs ? Dépeindre les Juifs comme des victimes seules occulte la longue et riche histoire de la vie juive en Europe et la contribution de ces Juifs à la société dans son ensemble. Dans certains endroits, elle semble même favoriser le ressentiment plutôt que l'empathie. C'est pourquoi le projet Words into Action, qui traite de l'antisémitisme par l'éducation, est si important. Développé en partenariat avec l'UNDRR et l'UNESCO, en collaboration avec l'University College London et la USC Shoah Foundation, il s'appuie sur l'enseignement de l'Holocauste et les témoignages directs des survivants, mais va beaucoup plus loin. Nous disposons désormais d'un programme complet et détaillé du primaire au secondaire. Nous avons des questions réfléchies pour les enseignants et les administrateurs scolaires afin de les aider à comprendre leur propre rôle et leurs responsabilités non seulement pour enseigner le problème de l'antisémitisme, mais aussi pour l'éliminer de leurs classes et de leurs écoles. Nous avons une dette de gratitude envers les organisations qui sont réunies ici aujourd'hui, envers les personnes dévouées qui ont travaillé à la réalisation de ce projet et qui ont rendu possible le lancement d'aujourd'hui. Et nous disons donc pour eux, Chazak, Chazak, Ve'nit Chazek, puisse-t-il aller de force en force et espérons que nous avons ici, avec ce programme, frappé un grand coup dans la lutte contre l'antisémitisme. Merci Andrew Baker. J'ai maintenant le grand honneur de donner la parole au professeur Erin Cochler, ancien ministre de la Justice et procureur général du Canada et envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme pour un discours liminaire. Je suis ravi de participer à cette importante initiative éducative organisée par l'UNESCO en partenariat avec l'OSCE, UNDRR et la Fondation Shoah, la Shoah Foundation, qui est aussi opportune que nécessaire car nous sommes témoins, nous faisons l'expérience d'un antisémitisme ancien, nouveau, croissant, global et résurgent qui est ancré dans l'antisémitisme classique, mais qui s'en distingue. L'antisémitisme n'est pas seulement la plus ancienne, la plus longue, la plus durable et la plus mortelle des haines, mais aussi une haine qui mute et se métastase avec le temps. Et en effet, à ce stade, pour citer mon collègue Ahmed Shahid, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion et de croyance, l'antisémitisme est toxique pour les démocraties. C'est une attaque contre notre humanité commune. En un mot,
L'antisémitisme est aujourd'hui le canari dans la mine du mal mondial. Et il est de plus en plus intégré, normalisé dans la culture politique. C'est pourquoi l'éducation, et en particulier l'éducation à chaque niveau où vous intervenez, à savoir l'éducation dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les écoles professionnelles, les universités et autres, est exactement le type d'approche globale qui est nécessaire comme antidote à cet antisémitisme mondialisé, qui aide à construire une citoyenneté mondiale et à protéger un ordre international fondé sur des règles. En effet, l'importance et l'impératif de l'éducation ont été un thème fédérateur du tout premier sommet national du Canada sur la lutte contre l'antisémitisme l'été dernier. Et dans les récents engagements du Canada, à la conférence suédoise de Malmö sur la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Et l'éducation sous-tend à la fois le plan d'action national et le plan d'action mondial de lutte contre l'antisémitisme qui encadre mon travail en tant qu'envoyé spécial et comprend les éléments suivants. Premièrement, l'importance, voire l'impératif du souvenir et de la commémoration de l'Holocauste. Le devoir de mémoire, la responsabilité du souvenir et le danger de l'oubli. Lors du récent mois de l'éducation sur l'Holocauste ici au Canada, les leçons de la Nuit de Cristal ont été un thème d'organisation. La Nuit de Cristal n'est pas survenue par accident, mais c'est la trahison des clercs, la trahison des élites, l'indifférence du public et la toxicité continue de l'antisémitisme qui ont été les précurseurs de l'Holocauste. La deuxième est l'importance, non seulement de l'enseignement de l'Holocauste, mais de l'enseignement concernant l'antisémitisme, l'Holocauste comme paradigme du mal radical, car l'antisémitisme est un paradigme de la haine radicale. Ne nous y trompons pas. Les Juifs ont été assassinés à Auschwitz, le camp d'extermination le plus brutal du XXe siècle. Des Juifs ont été assassinés à Auschwitz à cause de l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme n'est pas mort à Auschwitz. Et comme je l'ai dit, il reste le canari dans la mine du mal mondial. Ce qui nous amène à un troisième impératif important concernant l'éducation que vous dispensez. Il s'agit de la menace croissante de la déformation de l'Holocauste. L'IHRA s'est associé à l'UNESCO et à d'autres organisations pour organiser une campagne visant à protéger les faits. Encore une fois, une campagne aussi opportune que nécessaire, car nous assistons non seulement à la résurgence des tropes classiques des Juifs comme empoisonneurs des puits, mais aussi à l'instrumentalisation de la pandémie du Covid-19, où les Juifs, le peuple juif et Israël sont accusés d'avoir fabriqué le virus du Covid, d'avoir provoqué sa propagation et même d'en avoir tiré profit. Le quatrième point est l'augmentation alarmante des discours et des crimes de haine, ce qui nous rappelle ce que la Cour suprême du Canada a déclaré dans une importante trilogie d'affaires qui ont constitutionnalisé la législation anti-haine au Canada, où la Cour a déclaré que l'Holocauste n'a pas commencé dans les chambres à gaz, il a commencé avec des mots. Ce sont là, comme l'a dit la Cour, les effets catastrophiques du racisme. Ce sont là, comme l'a dit la Cour, les effets effrayants de l'histoire. Et cela est particulièrement pertinent aujourd'hui, alors que nous assistons à une explosion des discours de haine en ligne, ce qui entraîne une augmentation alarmante des crimes de haine hors ligne. Et cela nous amène au cinquième objectif important, et à la dynamique d'un point de vue éducatif, à savoir
l'importance d'améliorer et de mettre en œuvre la définition de travail de l'antisémitisme de l'IHRA, qui est la définition la plus autorisée, la plus complète et la plus internationale dont nous disposons, et ce qui n'est pas si bien connu, la plus représentative. Définition adoptée sur une période de 15 ans par des organismes intergouvernementaux, des gouvernements, des parlements, des dirigeants de la société civile, des universitaires et autres, et qui, en tant que définition non contraignante, est une ressource importante, un atout éducatif important, un outil important pour identifier, reconnaître et définir l'antisémitisme. Comme on dit, si vous ne pouvez pas le définir, vous ne pouvez pas le combattre. Le sixième point est l'importance des témoignages, que vous connaissez si bien, l'importance des témoignages et des histoires de témoignages pour que, comme l'a dit Elie Wiesel, nous devenions nous-mêmes des témoins. Enfin, l'importance des sauveteurs, comme Raoul Wallenberg, héros de l'Holocauste, un héros de l'humanité qui a démontré comment une personne ayant la compassion de se soucier des autres et le courage d'agir peut affronter le mal, l'emporter et transformer l'histoire. Modèle inspirant pour les jeunes. C'est pourquoi, dans les engagements pris par notre pays à Malmö, nous avons déclaré qu'à l'occasion de la journée commémorative de Raoul Wallenberg, le 17 janvier, nous encourageons les écoles secondaires à enseigner la vie et l'héritage de Raoul Wallenberg. En résumé, l'éducation mondiale, l'éducation dans laquelle vous vous engagez, est l'antidote à la résurgence de l'antisémitisme mondial. Et tout ceci est une partie essentielle, un objectif essentiel de la promotion et de la protection de la démocratie, des droits de l'homme et de la dignité humaine. Merci pour vos remarques, professeur Kotler. Je vous remercie aussi pour votre soutien à l'UNESCO et aux causes que nous défendons, pour votre leadership dans la lutte contre toutes les formes de haine et pour avoir défendu toute votre vie les droits de l'homme et la justice internationale. Mesdames et messieurs, les systèmes éducatifs sont éléments essentiels de tout effort global visant à lutter contre l'antisémitisme et toute autre forme d'intolérance et de discrimination. Les enseignants en particulier peuvent jouer un rôle important dans la sensibilisation des jeunes à la nature et aux conséquences dévastatrices de l'antisémitisme et renforcer leur résistance aux préjugés et aux idéologies toxiques qui alimentent la discrimination et la haine. C'est l'objectif de la coopération entre l'UNESCO et l'UNDRR dans le développement du matériel destiné aux décideurs politiques, aux formateurs d'enseignants et aux directeurs d'école pour les aider à aborder l'antisémitisme dans et par l'éducation. C'est également le but de travail de l'UNESCO et des Nations Unies en partenariat avec le Congrès juif mondial pour aider les éducateurs à faire face au déni et à la déformation de l'Holocauste, notamment en ligne. C'est pourquoi je suis heureux de lancer la page web Eyewitness afin de mieux équiper les enseignants pour faire face à l'antisémitisme. Anti-Semitism is on the rise globally. That's why education is becoming more and more central. It is fundamental that teachers, educators get access to ready-made, hands-on materials, educational materials, resources that they can use to empower students to resist hate. In order to support educators, the USC Shoah Foundation partnered with UNESCO and OSCE ODIHR to develop a dedicated page on the Eyewitness platform. This page provides access to guidance and resources to support teachers in their efforts to teach about and prevent anti-Semitism. The page contains the UNESCO and ODIHR curricula to help primary, secondary, and vocational school teachers and directors to address anti-Semitism. Teachers can explore lesson resources and activities tailored for different age groups in 6 different languages. Teachers and students can directly engage with clips of testimonies from experts about anti-Semitism and from individuals who experienced anti-Semitism before and during the Holocaust, after World War II, and in contemporary times. I think anti-Semitism, in its fullest sense, is not just a prejudice. It's a worldview. It's a conspiracy theory. It's a whole set of ideas and beliefs
All of us at UCL Centre for Holocaust Education congratulate UNESCO, ODIHR, OSCE and the Shoah Foundation in partnering on this cutting-edge initiative to address anti-Semitism through the world-class Eyewitness programme. It will be a critical tool for accessing the diversity of voices affected by anti-Semitism, so that educators, policymakers, students and young people can truly grasp the dangers of anti-Semitism if it's left unchecked. We at UCL will certainly be using the resource with the thousands of teachers that we train, and we advocate that others use it too. It will make a difference, and we must make a difference if we are to take anti-Semitism seriously and stem its dangerously rapid increase around the world. Je donne maintenant la parole à Corey Street, directrice exécutive de la USC Shoah Foundation, qui va modérer la discussion du panel sur le rôle de l'éducation et des éducateurs dans la lutte contre l'antisémitisme. Bonjour, merci Karel. Je suis ravi d'être ici avec mes collègues qui font un excellent travail de lutte contre l'antisémitisme. Je vais demander à chacune des panélistes de se présenter lorsqu'elles répondront à la première question que nous leur poserons. Ce travail est particulièrement important en ce moment et à la USC Shoah Foundation, nous sommes ravis de faire partie de ce panel, mais aussi de la lutte contre l'antisémitisme de manière plus générale. Nous allons commencer ce matin par une question à Melissa Mott sur les raisons pour lesquelles nous devons aborder l'antisémitisme par l'éducation. Melissa? Bien sûr. Merci Corey, je suis ravi d'être ici. Je suis donc Melissa Mott, directrice du projet Echoes and Reflection à ADL. Je vais parler un peu de la question de savoir pourquoi nous devons aborder l'antisémitisme par l'éducation. J'ai commencé par le définir et faire une déclaration générale. L'antisémitisme est un phénomène complexe, il est profondément enraciné dans nos sociétés. Au-delà des attaques contre la communauté juive, l'antisémitisme apparaît plus fréquemment comme une arme dans nos médias, dans notre culture, nos systèmes politiques. Alors, lorsqu'il n'est pas contrôlé, il peut mettre en danger la démocratie et nuire à la fois aux Juifs et aux autres groupes marginalisés. Plus précisément, il y a trois raisons pour lesquelles je vais vous expliquer pourquoi l'éducation est la sphère idoine pour aborder l'antisémitisme. Premièrement, parce que nous devons nous attaquer aux problèmes dans les espaces formels, comme les salles de classe, pour contrecarrer ce qui se passe dans des espaces plus informels. Ce que je veux dire par là, c'est que les étudiants rencontrent l'antisémitisme dans des endroits comme TikTok, voient une vidéo sur le déni de l'Holocauste ou regardent YouTube, et la vidéo suivante s'affiche et c'est une théorie du complot sur quelque chose sur le contrôle ou le pouvoir juif, ou même un ami qui adhère à un groupe ou à une insulte dans une discussion de groupe. C'est donc une discussion, une sorte de veine de désinformation à laquelle les élèves sont exposés dans les espaces d'éducation formelle. Les espaces d'éducation formelle peuvent contrer cela si nous essayons dans l'éducation de préparer les élèves à la vie, enfin, c'est ce qui se passe dans leur vie. C'est à nous de les aider à donner un sens de tout cela. La deuxième raison concerne la façon dont nous encadrons l'antisémitisme et dont nous enseignons sa complexité. Nous savons que l'antisémitisme a un impact personnel sur les étudiants juifs, mais nous savons aussi que sa montée peut indiquer un affaiblissement plus large de nos institutions démocratiques. L'intervention, l'approche en classe est donc très importante car le programme d'histoire peut et doit trouver le juste milieu entre deux aspects. Oui, l'antisémitisme est un préjudice personnel, mais il s'agit aussi d'une animosité politique très profonde qui a marqué des siècles d'histoire mondiale. Nous pouvons donc parler des protocoles des sages de Sion dans le cadre d'une conversation sur les pogroms en Russie ou de l'insurrection et des événements du 6 janvier en comprenant comment l'antisémitisme joue un rôle dans la pensée complotiste. L'enseignement de l'histoire est donc un espace où l'éducation à l'antisémitisme a sa place. Et la dernière raison que j'invoquerai est la suivante. Nous devrions aborder l'antisémitisme en classe car c'est dans la classe que nous développons l'empathie et que nous exposons l'élève aux différences. Idéalement, nous le faisons avant que le vide de l'ignorance d'un groupe de personnes ne soit comblé par des choses comme la désinformation, les stéréotypes ou les tropes. Ainsi, Echoes et Reflection, le programme dont je suis la directrice, c'est un programme de partenariat entre l'ADL, la USC Shoah Foundation et Yad Vashem. Et le fait que
Foundation ait recueilli l'histoire des survivants du génocide avant leur décès a été un véritable cadeau. Les élèves écoutent donc ces témoignages dans le cadre de notre programme. Ils entendent parler des choses comme les lois Nuremberg, la nuit de cristal, mais ils écoutent et regardent également les voix de quelqu'un qui tremble ou ils voient un survivant regarder au loin lorsqu'il parle d'amis qui lui ont peut-être tourné le dos. Et ce sont des vraies personnes avec leur dignité, leurs émotions. Et les élèves peuvent ainsi se connecter à ce courant sous-jacent de l'humanité qui peut aider à construire une compréhension commune. Ainsi, l'éducation sur l'antisémitisme peut aider à ces trois niveaux, connecter à un courant d'humanité, utiliser les espaces formels, aborder les choses qu'ils rencontrent dans les espaces informels, puis à parler de l'antisémitisme non seulement comme un préjugé personnel, mais aussi comme un phénomène mondial. Merci Mélissa, cette excellente réponse qui nous a donné le coup d'envoi. Et maintenant, nous allons essayer de changer de cap et de réfléchir aux défis auxquels sont confrontés les éducateurs face à l'antisémitisme. Et j'aimerais accueillir Ezra Ozurek. Encore une fois, présentez-vous. Ok, merci beaucoup. Je suis honoré de faire partie de ce panel. Je suis Ezra Ozurek. Je suis le second professeur à la chaire Sultan Qaboos des croyances abrahamiques et des valeurs partagées à la faculté de divinité de l'Université de Cambridge. Par formation, je suis anthropologue. Et ce que je vais partager aujourd'hui vient de mon expérience sur le terrain en Allemagne, où j'ai beaucoup observé des écoles où la majorité des élèves sont issus de l'immigration. Alors, ce que je dis n'est donc pas généralisable à tous les contextes éducatifs, mais je pense que certains d'entre eux le sont. Je dirais donc que l'un des enjeux, et je pense que c'est le cas pour de nombreux enseignants, mais surtout dans de tels contextes, les enseignants ne sont pas familiers avec le fardeau de la vie de leurs élèves et surtout avec les types d'informations ou de divertissement qu'ils consomment. Je pense que c'est de plus en plus le cas dans le monde. Nous recevons des informations de sources très différentes et c'est le cas notamment en Europe continentale. La majorité des enseignants sont de la classe moyenne blanche, et puis disons que les étudiants sont immigrés de classe ouvrière. Donc des vies très différentes, des types d'informations différentes, de sorte que la communication est assez, disons, coupée, d'après ce que j'ai observé. Et puis un autre enjeu auquel ils sont confrontés est la spécificité du contexte dans lequel j'ai observé ces observations. Les étudiants blancs de la classe moyenne savent comment dissimuler leur antisémitisme. Ils connaissent les codes pour dire les choses sans les montrer. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses, mais on peut les dire dans la société allemande. C'est accepté. Puis vous avez les migrants qui disent des choses qui ne sont pas acceptées. Donc, si au bout du compte, vous voyez les crimes antisémites dans un pays comme l'Allemagne, que je connais bien, en fait, ils sont à 90% commis par des Allemands blancs de droite, des ultranationalistes, mais enfin, leurs partisans savent se dissimuler, alors que les migrants d'origine musulmane ne savent pas comment se dissimuler. Bon. Ils sont considérés comme les antisémites et les autres ne sont pas marqués comme tels et ne sont pas réprimandés. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que beaucoup des débats publics sont motivés par les conflits en Israël, en Palestine, et à juste titre. Alors, les enseignants ne savent pas trop ce qui se passe là-bas. Alors, vous avez des élèves qui ont des informations partielles, et ça devient assez difficile de savoir ce qui se passe sans savoir ce qu'est la critique légitime d'Israël, qu'est-ce qui est considéré comme l'antisémitisme. Tout cela devient une source de tension. Donc voilà certains des enjeux, certains des défis à relever. Eh bien, merci. C'est une façon très judicieuse d'envisager ce défi. Félicia, nous allons maintenant passer à vous et réfléchir à ce que les éducateurs et les systèmes éducatifs doivent faire pour faire respecter les droits de l'homme dans ce contexte. Merci Cory, et merci de me donner l'opportunité
de participer à ce panel. Je m'appelle Felicia Tibbits et je suis titulaire de la chaire d'éducation aux droits de l'homme de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas et de la chaire UNESCO sur les droits de l'homme et de l'enseignement supérieur, également chargé de cours au Teachers College de l'Université de Columbia. Alors je suis vraiment heureuse que vous m'ayez invité à parler des droits de l'homme dans le contexte de l'antisémitisme. C'est un petit peu ma vraie maison. C'est ce qui m'intéresse le plus. Le cadre des droits de l'homme des Nations Unies comprend des principes tels que la non-discrimination, mais aussi des droits tels que le droit à la liberté d'expression, à la santé, à la vie privée, à la vie, à la liberté, à la sécurité. Et dans le cadre de la liberté d'expression, les gens, bien sûr, ont le droit d'exprimer leurs opinions. Cependant, un discours offensant peut devenir un discours de haine et franchir la ligne de violation des droits de l'homme s'il encourage la discrimination et incite la violence envers un groupe ou une personne. Donc je tiens donc à être clair sur ce point. S'attaquer au discours de haine ne signifie pas limiter ou interdire la liberté d'expression. Il s'agit d'empêcher que ce discours de haine ne se transforme en quelque chose de plus dangereux, notamment en incitation à la discrimination, à l'hostilité et à la violence, ce qui est interdit par le droit international. Donc je veux donner ce contexte, cette toile de fond à ma propre réponse à votre question. Cory, que doivent faire les éducateurs et les systèmes éducatifs pour faire respecter les droits de l'homme? Alors tout d'abord, comprendre ce que sont les droits de l'homme, parce que c'est presque un cliché de dire que les éducateurs des systèmes de programmes nationaux n'abordent pas vraiment les droits de l'homme de manière significative et approfondie. Donc pour que les systèmes éducatifs, les éducateurs aient un sens, ils doivent savoir quelles sont les normes, les standards juridiques en matière de droits de l'homme et ce qu'ils peuvent proposer aux écoles. Les droits de l'homme, ce n'est pas simplement du contenu, ce ne sont pas simplement des faits historiques comme la Fondation des Nations Unies, la publication de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aussi important que soit-il pour les systèmes scolaires et les intégrer dans leurs cadres nationaux. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga des droits de l'homme. Il s'agit également de s'engager profondément dans l'éthique de la non-discrimination et des droits des groupes vulnérables et de faire preuve de solidarité avec ces groupes pour protéger et garantir le respect des droits de l'homme. Donc la règle d'or de l'éducation aux droits de l'homme implique donc le cœur, la tête et la main. Dans cette optique, l'éducation aux droits de l'homme devrait figurer dans le programme national non pas en tant qu'idéologie, mais en tant que cadre permettant de vivre ensemble dans le respect de la dignité humaine de chacun. Elle peut recouper d'autres systèmes de valeurs ou d'autres lois qui ont le même programme, mais elle est aussi distincte en particulier parce qu'elle est internationale. Nous pouvons également élaborer des stratégies de programmes scolaires qui favorisent l'inclusion, la diversité, qui protègent et luttent de manière proactive contre l'altérité et les préjugés. Je suis sûr que le travail de l'ADL et des autres membres de ce panel reflète cet effort, le respect de la diversité, comprendre les droits de l'homme, apprendre à vivre ensemble. Il existe déjà de nombreux outils que les éducateurs et les systèmes éducatifs peuvent utiliser s'il y a une volonté politique d'aborder des questions comme la non-discrimination et des problèmes comme le discours de haine. Et la pédagogie est essentielle. L'apprentissage des droits de l'homme ou l'utilisation d'une approche basée sur les droits de l'homme pour aborder des problèmes tels que le discours de haine et l'antisémitisme nécessite une discussion ouverte et une analyse critique en classe, et même une analyse critique du cadre des droits de l'homme. L'optique des droits de l'homme elle-même, en utilisant ce langage, peut ouvrir la possibilité de discuter des questions sensibles et controversées. Et si c'est le cas, aucun étudiant qui étudie les droits de l'homme ou qui réfléchit au discours de haine ou à l'antisémitisme ne devrait être laissé de côté par ce programme parce qu'il s'agit d'un appel à l'action. Donc pour conclure, je dirais que si les droits de la personne doivent faire partie du programme d'études et que nous devons en profiter pour aborder les discours de haine et l'antisémitisme, il faut s'assurer que cela touche vraiment la vie quotidienne des étudiants. Les droits de l'homme peuvent être hors de portée des idéaux nobles, une idéologie même, mais nous en avons besoin pour aider nos élèves à réfléchir à l'égalité, à la discrimination, à la justice et même à la vulnérabilité dans leur propre vie, dans celle de leurs camarades de classe et de leur communauté.
Merci Félicia, je pense que ce que vous avez dit sur le fait de rendre les choses accessibles aux étudiants est crucial, en particulier lorsque nous parlons de programmes d'études. Je sais que nous allons revenir à Mélissa et penser au programme d'études et je voudrais juste reconnaître l'excellent travail que fait l'UNESCO pour essayer de créer cette volonté politique dont vous avez parlé et pour essayer de faire avancer les choses. Elle a fait preuve d'un tel leadership avec ses collègues de l'ODIHR. Alors, Mélissa, parlez-nous des programmes, de la pédagogie, des politiques qui peuvent aider les enseignants à aborder les spécificités de l'antisémitisme. Quelles sont ces spécificités? Comment pouvons-nous soutenir les enseignants dans cet âge? J'espère que vous parlerez du nouveau site web iWitness qui est là pour aider avec les directives. Mais bien sûr. Absolument. Merci pour cette question. Ce sont là mes sujets favoris. Donc, je vais commencer par la pédagogie. Je voulais dire en particulier que j'étais ravi d'être ici avec Dr. Tibbetts parce qu'elle était mon professeur d'éducation aux droits de l'homme au Teachers College. Donc, ses idées et ses recherches sur la pédagogie et l'éducation aux droits de l'homme ont informé ma propre pratique et ma conception. Je vais vous parler brièvement du nouveau site web iWitness, la façon dont cela a influencé l'organisation de notre contenu et notre vision de la pédagogie à travers l'antisémitisme et l'éducation à travers cette optique. Je vais donc commencer par définir la pédagogie que nous connaissons, mais enfin juste pour la vertu de mes points de discussion même, j'aurai une définition de travail. Pour moi, tout est pédagogie, c'est comme ça que je vois les choses. C'est une sorte de tissu conjonctif entre les idées. Vous pouvez avoir toutes les sources primaires étonnantes sur l'antisémitisme que vous voulez, mais sans pédagogie, rien de tout cela ne compte vraiment. C'est un domaine où nous pouvons vraiment aider à soutenir concrètement les enseignants en leur donnant une formation et des ressources comme iWitness pour comprendre comment fonctionnent les approches pédagogiques de l'antisémitisme. Et une définition simple de la pédagogie, c'est vraiment la façon dont nous enseignons un ensemble de croyances, de convictions sur la façon dont il faut enseigner un certain sujet. Ainsi, par exemple, ces idées incluent quelques principes d'enseignement de l'histoire humaine au centre de l'Holocauste et nous utilisons la USC Shoah Foundation comme témoignage et l'organisation de la page iWitness pour soutenir l'enseignement de l'histoire humaine au centre de sujets comme l'Holocauste et le génocide. Nous utilisons également des approches sociales, émotionnelles et celles-ci sont très présentes dans la manière dont le contenu et le matériel de iWitness sont présentés. Nous croyons profondément qu'il faut essayer d'utiliser des pratiques d'enseignement culturellement pertinentes. Il s'agit de prendre en compte les identités, les expériences des étudiants, le docteur Tibbetts en a parlé un peu, ainsi que d'encourager une espèce d'alliance comme réponse à l'antisémitisme. Je ne me contente donc pas d'enseigner une tonne d'informations aux élèves et d'attendre d'eux qu'ils changent leur comportement comme par magie. Je propose plutôt des moyens très spécifiques et réalisables de développer l'altruisme et je leur demande de canaliser leur apprentissage à travers l'action. Alors, il y a des idées plus récentes, plus nouvelles dans la pédagogie qui utilisent des théories comme l'inoculation contre l'extrémisme lorsque nous enseignons les problèmes de l'antisémitisme, ce qui est un fil particulièrement intéressant à tirer. Et je dirais que l'essentiel dans toutes ces approches, c'est d'examiner l'émotion comme source de connaissance et la connaissance sociale, la connaissance politique et éthique. Nous voulons donc que les étudiants établissent un lien émotionnel avec le sujet. Alors, ça ne signifie en aucun cas que nous mesurons le succès de notre enseignement sur l'antisémitisme ou l'Holocauste en faisant pleurer les élèves, c'est pas ce qu'on cherche. Mais cela signifie que nous n'avons pas peur des émotions difficiles et que nous essayons de leur laisser une place dans la culture de classe. Alors, dans le contenu de Echoes, il s'agit encore une fois de centrer l'histoire humaine comme point central lorsque nous parlons d'intolérance et de génocide et d'utiliser réellement les témoignages des survivants pour ancrer l'enseignement dans la voix des personnes qui vivent l'histoire. Et notre approche pour s'assurer que nous codons tout cela est la pédagogie basée sur l'enquête, résister à l'envie de faire la morale. C'est vraiment tentant de balancer des informations aux étudiants. L'antisémitisme a des milliers d'années de contexte historique, donc il y a beaucoup d'opportunités de leur dire des choses. Et nous avons tous probablement grandi avec ce cadre. Et au lieu de cela, l'apprentissage basé sur l'enquête permet évidemment aux étudiants de faire des découvertes et leur ouvre l'accès à l'apprentissage. Je pense donc à un témoignage comme celui de Léon Basse dans les archives
de Eyewitness, je vous encourage à regarder celui-ci. C'était un GI afro-américain qui a libéré Buchenwald et il mêle dans son témoignage les expériences qu'il a vécues en grandissant en tant qu'homme noir en Amérique, en voyant la déshumanisation et le génocide de première main alors qu'il libérait Buchenwald. Il considère ensuite l'Holocauste comme un événement qui n'est pas seulement arrivé au peuple juif, mais à l'humanité dans son ensemble. Lorsque nous écoutons les voix individuelles des gens en utilisant les témoignages sur la page Eyewitness avec les étudiants, leurs liens sont établis du fait de parler de notre expérience commune. Et je dirais également que la pédagogie culturellement pertinente est l'un des atouts les plus importants pour parler de l'antisémitisme dans le contexte américain. En tant que professeur à Newark, dans le New Jersey, j'ai enseigné principalement à des étudiants noirs et latinos. Il était donc important pour moi, lorsque j'étais en classe, de parler de l'antisémitisme dans le cadre d'une matrice d'oppression plus large, de ses liens avec le racisme anti-noir, la phobie anti-LGBTQ, l'abélisme. J'enseigne donc comment il anime le nationalisme blanc. Je parle spécifiquement des points de connexion, de la façon dont les lois de Jim Crow étaient en résonance avec les lois de Nuremberg, à la fois sur le plan historique, mais également comme cadre pour comprendre la déshumanisation. Et enfin, j'aborderai rapidement ce nouveau domaine naissant donc de l'inoculation, autour duquel nous essayons de développer une pédagogie. Il s'agit d'une approche très ancrée dans la lutte contre l'extrémisme et qui consiste à demander aux gens de fabriquer des anticorps mentaux comme un vaccin en les exposant brièvement à un message affaibli, puis en le refutant de manière très approfondie. Nous avons donc découvert que cette approche pédagogique est efficace pour combattre des phénomènes tels que le déni de l'Holocauste ou les stéréotypes sur le pouvoir des Juifs dans un environnement contrôlé. Il s'agit de dire quelque chose comme « Pouvez-vous croire que la majorité des gens pensent que l'Holocauste n'a jamais existé, etc. » Et ensuite d'apporter des informations factuelles pour combattre lentement ce phénomène. J'évoquerai donc ces approches, je pourrais encore parler de pédagogie pendant le reste de l'heure, mais ce sont là les principales approches, et tout cela est fondé sur l'idée de l'histoire humaine dont le témoignage est un élément central. Merci Mélissa, quelle réponse profonde et réfléchie. En nous faisant penser à Félicia, Mélissa l'a déjà testé de cette façon, quelle est l'approche des droits de l'homme pour prévenir la discrimination et les discours de haine, y compris l'antisémitisme dans ce contexte? Bien, je suis très heureuse de passer juste après Mélissa parce qu'elle a abordé tellement de choses que je n'ai pas besoin de le faire. J'adorerais vous entendre parler encore pendant une heure de toutes les pédagogies que vous utilisez avec l'ADL et avec vos partenaires. C'est vraiment passionnant. Et l'approche de l'inoculation, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, est très pertinente. Alors, intégrons-la dans la formation des enseignants pour qu'ils soient également capables de traiter ces questions difficiles et d'autres questions sensibles et controversées. C'est formidable. Je pense que je vais aborder la question un peu en dehors de la salle de classe parce qu'elle a été très bien traitée par Mélissa et peut-être qu'Ezra la reprendra aussi. Réfléchir à l'approche des droits de l'homme pour prévenir la discrimination et les discours de haine, y compris l'antisémitisme dans le système éducatif dans son ensemble. Donc, tout d'abord, l'évidence est de situer la discrimination et le discours de haine dans un cadre plus large de droits de l'homme qui reconnaît l'importance de combattre toutes les formes de préjugés et de discrimination. Je suis sûr que tous ceux d'entre nous qui ont participé à la lutte contre l'antisémitisme reconnaissent que nous devons également nous occuper de tous les autres groupes potentiels de victimes de discrimination. Et Mélissa y a fait également allusion. L'approche fondée sur les droits de l'homme était aussi un principe d'inclusion. Donc, pour le rendre plus explicite, je pense qu'il est important que nous incluions un éventail de parties prenantes dans les efforts de prévention de la discrimination et des discours de haine. Et dans le monde des droits de l'homme, il y a une distinction entre les détenteurs de droits et les détenteurs de devoirs. Dans la lutte contre l'antisémitisme, les détenteurs de droits sont les législateurs, les décideurs politiques, le système de justice pénale, les responsables de l'éducation, les enseignants et même les parents. Et les détenteurs de droits ont la responsabilité de respecter, de protéger et de promouvoir les droits de l'homme vis-à-vis des droits dont nous avons parlé plus tôt dans ma présentation, pas seulement la liberté d'expression, mais aussi, bien sûr, le droit à la sécurité, à la sûreté personnelle et ainsi de suite.
Et il y a également un rôle pour la société civile, et beaucoup d'entre nous dans ce panel font partie d'organisations de la société civile et de détenteurs de droits pour tenir les gouvernements responsables de l'élaboration de lois efficaces et appliquées pour prévenir l'antisémitisme et d'autres formes de discrimination, parce que la prévention est évidemment l'outil qui nous intéresse le plus dans ce panel parce qu'elle est liée à l'éducation. Et bien sûr, les apprenants eux-mêmes ont aussi des droits et des responsabilités vis-à-vis des droits de l'homme. Le discours de haine fait partie d'un défi plus large pour les écoles, celui de prévenir toutes les formes d'intimidation et de préjudice à l'encontre des groupes vulnérables. Il existe donc une approche fondée sur les droits qui prend en compte l'ensemble de l'école. Et je pense que je veux en parler avant de conclure mes commentaires. L'approche globale de l'école ne concerne pas simplement l'enseignement et le processus d'apprentissage en classe, mais également les politiques, les pratiques scolaires, la culture des partenariats de l'école avec des organisations extérieures aux locaux de l'école. L'UNESCO appelle cela l'approche des écoles amies des enfants. Et ce que nous pouvons faire avec l'approche globale de l'école en ce qui concerne la lutte contre la discrimination, les discours de haine, y compris l'antisémitisme, c'est créer des mécanismes de signalement lorsque discours de haine ont lieu à différents niveaux, à l'école et dans tout le système éducatif, avec des codes de conduite clairs. Si un discours de haine est détecté et qu'il est signalé, il y a une responsabilité, il devrait y avoir des répercussions claires. Il faudrait peut-être lancer une campagne de sensibilisation dans les écoles, auprès des élèves, des enseignants et même des parents, pour leur faire comprendre que les discours de haine sont blessants, qu'ils infligent de la douleur, qu'ils peuvent entraîner une multitude de problèmes psychologiques. Il y a des conséquences pour les personnes qui subissent individuellement des discours de haine, ou si elles sont membres du groupe qui a été ciblé. Et évidemment, les problèmes de discrimination liés aux discours de haine sont souvent liés à d'autres problèmes dans les écoles, comme l'intimidation ou la désinformation. Et je pense que cela a déjà été évoqué dans le panel. Les écoles ont donc besoin de politiques simultanées pour lutter contre les brimades, la désinformation, toutes les formes d'intimidation et de préjugés à l'encontre des groupes vulnérables. Et puis nous pouvons réfléchir de manière créative à la façon dont les enseignants peuvent également travailler avec les élèves de manière inclusive et essayer de combattre les discours de haine en créant des campagnes dans les écoles. Je pense donc que nous pouvons faire preuve de beaucoup de créativité en matière d'approche scolaire globale. C'est cohérent avec l'approche basée sur les droits et j'aimerais entendre les idées des autres panélistes à ce sujet. Avant de vous lâcher, très rapidement, pour rebondir sur ce que vous avez dit, pouvez-vous nous dire un peu comment vous pensez avoir traité la question de, passons à la formation des enseignants, comment former les enseignants, comment pensez-vous que nous puissions apprendre à vos formateurs à aider au mieux les enseignants à aborder l'antisémitisme, y compris les spécificités que vous avez soulevées? Je vous remercie pour cette question et pour avoir souligné ce problème. Je pense que les outils existent pour que nous les utilisions avec les enseignants parce que ce sont les outils qu'ils utilisent eux-mêmes en classe. Dans ma propre expérience en travaillant au Teachers College de Columbia, je présente aux apprenants des activités, des stratégies qu'ils peuvent utiliser directement en classe s'ils choisissent de le faire et aussi de réfléchir à leur propre rôle dans la classe. Je pense qu'il est difficile pour les enseignants d'aborder des questions sensibles et controversées. Je veux dire, c'est difficile. Il n'y a pas simplement les questions de discours de haine et l'antisémitisme, mais en général. Et il n'y a pas beaucoup de soutien donné aux enseignants dans leur salle de classe, par leurs administrateurs, par leur hiérarchie ou dans leur formation à ce sujet. Je pense donc que la formation des enseignants peut aider les éducateurs à aborder les questions sensibles et controversées en leur donnant des activités stratégiques qu'ils peuvent faire en classe. J'aime l'idée d'inoculation mentionnée par Mélissa. Je pense que c'est la même chose qui peut se produire dans la formation des enseignants, à savoir que les éducateurs sont prêts à intégrer intentionnellement le programme d'études avec des questions controversées comme les opposants ou les négateurs de l'Holocauste et que cela soit abordé de manière ou d'une autre
dans le programme là. Certains points de vue très difficiles circulent, doivent être étouffés dans l'œuf, si vous voulez. Mais aussi aider les enseignants à comprendre que lorsqu'il y a un moment d'apprentissage, quelque chose que dans l'actualité, qu'ils arrivent en classe avec leurs élèves, ils peuvent décider d'aborder ou non une question très, très délicate qui, comme Mélissa l'a dit plus tôt, sera abordée dans la sphère non formelle si elle n'est pas abordée en salle de classe. Il faut donc leur donner le courage et les compétences nécessaires pour le faire. Je pense donc, vous savez, c'est une combinaison de stratégies comme les lignes d'opinion, le débat, mais aussi la gestion de la désinformation, la culture numérique, sont des compétences dont les enseignants ont besoin pour qu'ils peuvent les transmettre à leurs étudiants. Et il y en a tellement. L'UNESCO et d'autres organisations disposent de très nombreux outils qui peuvent être utilisés, mais l'espace doit être créé dans la formation des enseignants et non dans un cours sur l'éducation aux droits de l'homme, qui n'est pas un cours que chaque enseignant suit avant d'entrer en classe. Merci pour cette question. Merci. C'est très important ce que vous dites et encore une fois, je tiens à remercier l'UNESCO pour avoir fait le travail de rassemblement, d'avoir apporté beaucoup de ces ressources que les enseignants peuvent emmener apporter directement en classe et nous sommes fiers de travailler pour mettre cela dans l'espace Eyewitness auquel les enseignants peuvent accéder. Mais tout cela nécessite des recherches et pour en revenir à vous, Lisa, vous avez parlé de vos programmes d'études, de recherche qui ciblaient l'enseignement de l'Holocauste dans les communautés minoritaires en Allemagne. Et quelles leçons pouvez-vous tirer de cette recherche lorsqu'on parle d'éducation pour lutter contre l'antisémitisme? Bien, ma réponse rapportera aussi bien à Mélissa, à Félicia. Vous savez, je suis allé en Allemagne pour étudier la culture de la mémoire de l'Holocauste en tant que Turc, venant d'un pays qui n'a pas du tout fait face à son passé. J'ai donc été, vous savez, très impressionné, je voulais apprendre. Mais mes recherches m'ont fait remarquer que la culture de la mémoire de l'Holocauste en Allemagne n'a pas réussi à intégrer les minorités, les a laissées de côté. Alors comment cela s'est-il produit? Jusqu'aux années 2000, l'approche générale consistait à dire aux étudiants issus de minorités, ce n'est pas votre problème, faites autre chose. Et aux étudiants blancs, dire, allez demander à votre grand-père ce qu'il a fait pendant la guerre et apprenez ensuite ce qui se passe, etc. Mais pour un étudiant turc, un étudiant kurde, bon, on faisait autre chose. Donc ça, c'était une énorme erreur. L'Holocauste, nous devons tous l'apprendre, peu importe qui l'a commis, qui a été la victime. Enfin, je veux dire, ce sont bien sûr des éléments très importants, mais enfin, quelle opportunité pour nous tous d'apprendre. Puis, dans les années 2000, l'événement, le vent a tourné complètement. L'idée était la suivante. Non, ce sont les personnes d'origine musulmane qui sont les antisémites. Ce sont à eux qu'on devrait apprendre l'Holocauste. Alors, les Allemands blancs ont appris leur leçon, enfin, bien qu'ils aient encore beaucoup à apprendre, mais maintenant, c'est à leur tour d'enseigner aux musulmans. Et puis, il y a eu beaucoup de pression sur eux, parce qu'on dit que ce sont eux les antisémites et ils n'ont pas de compassion pour les victimes juives. Donc, tous ces programmes, tous ces énormes sommes d'argent, d'ailleurs, ont été consacrés à l'enseignement de l'Holocauste et à la prévention de l'antisémitisme auprès donc de ces minorités. Et ce que j'ai observé, c'est énormément d'activités éducatives, et j'ai remarqué, comme beaucoup d'autres gens, parce qu'on s'attend à ce que lorsqu'on apprend l'histoire de l'Holocauste, on va sortir d'un camp d'extermination avec ce même sentiment de regret, de remords, d'avoir appris quelque chose. Et c'est peut-être le sentiment qu'éprouverait, je ne sais pas, un enfant dont le grand-père était nazi. Bon, bien sûr, on espère qu'ils ressentiront cela. Mais lorsqu'un groupe racialisé doit faire face à des néo-nazis, qui doit faire face à la racialisation au quotidien, il ne sort pas du camp avec ce sentiment. Alors, parfois, ils éprouvent de la peur, ils vont se dire « et si cela nous arrivait à nouveau ?» Et d'autres choses de genre. Et puis, il y aura beaucoup de critiques de la part des enseignants qui disent si c'est ça, ce que vous repensez, retournez dans votre pays, comment vous pouvez dire une chose pareille ce que vous faites, c'est de relativiser l'Holocauste, le comparer à votre petit racisme au quotidien.
Comment osez-vous dire ça? Comment osez-vous faire ça? Et je pense que ça aussi, c'est une erreur majeure et c'est une opportunité manquée. Alors évidemment, on ne peut pas comparer l'Holocauste au racisme au quotidien auquel vous êtes confronté dans la rue, ou sur le marché du travail, ou même si vous êtes agressé dans la rue. Mais malgré tout, l'empathie est une chose émotionnelle et si nous faisons preuve d'empathie de là où nous sommes, hein, si l'enseignement de l'Holocauste est destiné à tout le monde, ce qui devrait être le cas, alors il faut accepter que les gens prennent cet enseignement avec des émotions diverses. La façon dont ils éprouvent de l'empathie pour les victimes juives viendra de là où ils se trouvent dans la société. Et donc l'ouverture à cela, je crois, sera la clé de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Oui, c'est une constatation tout à fait remarquable et je vous en remercie. Avant de demander à chacune d'entre vous un dernier commentaire, Mélissa, une question pour rebondir sur ce que vous avez dit. On n'a pas vraiment abordé cela. Y a-t-il quelque chose de spécifique ou de spécialisé auquel nous devons penser pour enseigner aux étudiants qui ont déjà développé des attitudes antisémites? Autrement dit, que font les enseignants lorsqu'ils seront confrontés à ces gamins dans leur classe? Est-ce qu'on y réfléchit d'un point de vue pédagogique? Qu'est-ce que vous en pensez? D'un point de vue de la pédagogie, je dirais que c'est une question assez compliquée. Je dirais, j'ai déjà mentionné l'inoculation, cette idée d'amener ces idées antisémites dans la conversation. Je dirais qu'il faut s'appuyer très profondément, très fortement sur l'aspect humaniste de l'enseignement de l'Holocauste et de l'antisémitisme lorsque l'on passe du développement d'idées antisémites qui existent déjà. Je pense qu'il est primordial d'avoir deux approches. Une qui discute ouvertement de l'évolution des idées antisémites, de leur origine, de leur histoire. Je pense qu'on peut faire beaucoup ou réaliser beaucoup de choses du point de vue des étudiants lorsqu'on retrace vraiment la lignée, l'ADN en quelque sorte de la théorie du complot comme l'antisémitisme, ou en revenant en arrière, en examinant chaque point d'inflexion de l'histoire particulier où ce phénomène a été invoqué. Alors, démystifier cela pour les étudiants, je pense que ça peut faire beaucoup avancer les choses lorsque des attitudes antisémites existent déjà, parce que les amener dans l'apprentissage de cette manière a un impact. Et je dirais aussi, et je continue de le dire, qu'il faut se pencher profondément sur l'histoire humaine. Hein. Si ces idées sont déjà développées, regardez des choses comme des témoignages qui vous présentent vraiment spécifiquement l'impact de ces idées. Alors, oui, ce ne sont que des mots, des idées à ce niveau, mais lorsqu'ils s'intensifient, ils peuvent nuire à des personnes réelles, et voici quelques-unes de ces personnes qui ont été blessées. Et nous essayons de négocier une réponse émotionnelle plus complexe de la part des étudiants en utilisant des voix de véritables survivants du génocide et de l'Holocauste qui peuvent voir l'antisémitisme remonter dans la société aujourd'hui. Et encore une fois, nous essayons de mettre un visage sur la façon dont ces haines peuvent avoir un impact sur la société dans son ensemble. Merci, merci. Esra, une dernière pensée avant de clore ce panel? Écoutez, moi, ce que j'espère, vous savez, la lutte contre l'antisémitisme, je voudrais qu'elle continue, qu'elle se renforce. Vous savez, la spécificité de l'antisémitisme est soulignée encore et encore, mais en même temps, il n'a jamais été utilisé comme un outil pour blesser ou marginaliser les groupes déjà marginalisés. Il n'a pas été utilisé comme un outil de racisme. C'est mon espoir. Mélissa, une dernière remarque? Je pense que les enseignements ont besoin d'aide en ce moment, qu'ils ont besoin de beaucoup de soutien. Les choses dans le paysage de l'éducation au cours des 2 dernières années ont été mouvementées, confuses, accablantes. Visitez la page Eyewitness de témoignages en 16 langues, utilisez-le, ainsi que les activités pour aider les enseignants comme une tranchée d'approvisionnement qui va les aider parce qu'ils sont en première ligne de ce qui
qui se passe en ce moment. Enseigner l'histoire, c'est quelque chose qui sont maintenant attaqués pour l'avoir fait dans nombreux endroits aux États-Unis. En gardant cela à l'esprit, comment pouvons-nous utiliser l'antisémitisme et l'enseignement de l'Holocauste comme moyen d'exposer, de discuter, de parler des systèmes de pression? Le soutien des enseignants étant encore le courant sous-jacent le plus important dans tout cela, du point de vue des ressources pratiques à la plus grande implication dans le domaine de l'activisme. Merci. Enfin, Lisa, Félicia, un dernier commentaire de votre part? Écoutez, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais pour renforcer l'importance du soutien aux enseignants, les 2 dernières années ont été très difficiles pour les enseignants, non seulement pour faire face à la pandémie, mais aussi à un grand nombre de ces tendances inquiétantes, des tendances antidémocratiques que nous avons observées dans tant de sociétés. L'antisémitisme, comme nous l'avons dit plus tôt dans ce panel, est un drapeau rouge pour d'autres problèmes vraiment sérieux avec les institutions démocratiques. Et j'ai été très découragé, pour tout vous dire, par les luttes que nous menons dans la société américaine pour défendre la science et son rôle dans l'enseignement. Et je suis toujours déconcerté par le fait que nous ayons encore cette conversation. Nous devons donc soutenir les enseignants, mais je pense que nous devons aussi reconnaître qu'il y a tellement d'autres choses que nous devons aborder dans la société. Je pense que la seule chose que j'ajouterais à la panoplie de pédagogies qui ont déjà été suggérées, de très bonnes pédagogies, c'est peut-être la culture numérique, le fait d'aider les enseignants et les étudiants à faire face à la désinformation, à l'intox et à ramener la science dans la mesure où la recherche est si intéressante, si importante. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses dont nous pourrons parler, que nous pourrions inclure dans les formations des enseignants, qui aideraient les enseignants à se comprendre eux-mêmes, à comprendre leurs élèves, les tendances à l'altérité, l'importance de ce à quoi ressemblent les institutions démocratiques, comment elles devraient fonctionner. Cela nous amène à un niveau de réflexion plus élevé sur l'école et son rôle dans une société démocratique. C'est donc, c'est une longue liste de choses à aborder. Inutile de dire que dans la formation des enseignants et dans les écoles. Écoutez, merci à tous. Ce panel a été remarquable. Merci à toutes pour vos contributions réfléchies. Merci à l'UNESCO de nous avoir réunis, mais aussi d'avoir rassemblé et mis en place cette merveilleuse ressource. Comme vous l'avez dit, Mélissa, je pense que c'est comme une chaîne d'approvisionnement pour aider les enseignants en ces temps difficiles. Merci à tous. On voit réapparaître tous les démons, les masques de l'antisémitisme traditionnel. Man skämtar kring liksom att det var någon affärsidkare som var lite dyr på sina saker, då var han en jude. Folk liksom kallas för jude ifall de har snåra bland annat. Cet antisémitisme qui explose, c'est pas ce qui est dit qui me tue. C'est ce silence autour de moi qui est en train de m'achever. Comment c'est possible? Je lis beaucoup de rapports, de commentaires, de notes sur des attentats, sur des situations d'actes criminels, par exemple. J'ai vu les 2 premières victimes dans l'entrée. C'est évident, quand on se trouve confronté directement à des personnes au sol, ça change totalement la façon de voir la réalité. Donc je voulais absolument voir, je cherchais mes enfants. Jonathan, les 2 petits-fils ont été assassinés. De la même manière, j'étais marqué par toujours rechercher les derniers instants de Jonathan, les derniers instants de vie de Jonathan et des enfants. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons reçu des courriels, des appels téléphoniques, des lettres de personnes du monde entier, juives, non juives, musulmanes. Et malheureusement, j'ai également reçu, lu et vu des messages
disant que nous devions nous en prendre à nous-mêmes. Mohamed Merah n'est pas un héros. Je dis un héros, il ne va pas tuer des enfants parce qu'ils sont juifs. Et Mohamed Merah, c'est pas un héros, c'est un lâche. Un héros il se bat pour la vérité, un héros se bat pour la justice. L'Europe est en train de se choisir son avenir. Ça me concerne moi en tant qu'être humain, ça nous concerne tous. Precis som ingen blir nazist över natt så kommer du inte bli av med det här över natt heller. Siktigt arbete där samtal ifrån tidig början liksom, när de här åsikterna börjar ses. J'ai le droit de penser que le monde est pourri, mais je ne le pense pas. Mais aujourd'hui, j'ai aussi envie de faire passer ce message parce que les gens ne le savent pas. Quoi que vous fassiez, ne haïssez pas. Parce que la haine va vous consumer. Aime ton prochain comme toi-même. Faire face aux symptômes visibles de l'antisémitisme n'est que la moitié de la bataille. Nous devons également comprendre ses causes profondes et nous y attaquer. C'est pourquoi l'UNESCO s'est engagé à faire connaître les voies que la haine peut emprunter. Nous avons besoin d'une éducation plus ouverte sur le monde et sur les autres. Nous avons besoin d'une éducation qui favorise le sens de l'engagement et de l'esprit critique. Nous avons besoin d'une éducation aux médias et à l'information et d'un engagement civique responsable aussi bien en ligne qu'hors ligne pour la dignité humaine et le respect de tous. Notre nouveau site web fournit aux éducateurs et aux étudiants les ressources dont ils ont besoin pour lutter contre l'antisémitisme. Nous espérons qu'il les incitera à s'opposer à toutes les formes de haine et à devenir des agents de la justice et du changement social. Merci de vous joindre à nous.